Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, j'ai vu un fait qui est arrivé aux États-Unis, quelque part en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et c'est fou. Et ça m'a fait penser dans le monde de la santé. J'imagine d'entre vous, vous travaillez dans le monde de la santé même. Laissez-moi savoir en commentaire si vous en faites partie. Mais les risques que les gens de la santé prennent à tous les jours, c'est réel. Et est-ce qu'ils sont réellement protégés dans ce système? C'est cette question que ça me vient. Et on y va sans perdre l'instant. À quel moment est-ce qu'on a commencé à protéger davantage ceux qui agressent que ceux qui risquent leur vie pour sauver les autres? Que ce soit en parlant des infirmières, les médecins, les préposés, les inhalothérapeutes, les intervenants qui sont là dans le domaine de la santé, qui sont là pour faire du bien, qui travaillent au-delà de dire « Ah, mais ils sont payés d'OA », mais ils ne sont pas que payés. Ils travaillent pour faire du bien, pour apporter du bien. Ils vont travailler chaque jour avec un seul objectif, soigner, faire du bien, soulager ta douleur. Et pourtant, selon les autorités américaines, un patient de 25 ans aurait retiré sa perfusion avant de projeter son propre sang contenant le VIH en direction de 2 employés hospitaliers qui tentaient de lui venir en aide. Résultat, une affaire qui a choqué tout le pays. Et lorsqu'on regarde la sanction prononcée, beaucoup se demandent si le système judiciaire envoie réellement le bon message. Aujourd'hui, on revient sur l'affaire Cameron Gilchrist, un dossier qui soulève énormément de questions sur la violence envers le personnel médical. Et ça me vient aussi avec la même question. Vous savez, récemment, je fais une autre vidéo, je parlais la baby mom du rappeur Kodak Black qui est en prison parce qu'elle est récidive. Elle a fait beaucoup de choses qu'elle ne devait pas faire et elle se retrouve à nouveau en prison. Et elle demandait comme justification pas de sortir de prison parce qu'elle s'est calmée, que sa condition est tranquille. C'est parce qu'elle disait supposément que comme elle est atteinte du VIH, elle doit prendre ses médicaments, donc on doit l'excuser, la faire sortir de prison pour qu'elle continue de faire son même délire, sous prétexte qu'elle prend ses médications. Mais est-ce qu'on peut vraiment prendre en compte des situations comme ça quand on regarde des cas comme ça? On doit commencer à penser à protéger les vraies personnes dans la société. Donc, oui, j'y vais. C'est très radical, très direct. J'y vais. Si vous êtes dans le domaine de la santé, n'hésitez pas de parler, de témoigner, de dire des événements peut-être que vous êtes arrivé, que des fois vous êtes dit « le métier que je fais, finalement, c'est dangereux pour ma vie. » Est-ce que c'est toujours reconnu? C'est une autre histoire, mais c'est dangereux. On y va sans perdre d'instant. On met un like. Nouveau mois. On met un like. Au-delà de mettre un like, on commente avec des cœurs. Vous savez, mes couleurs préférées, c'est quoi? Mauve et or. Let's go, guys. Et on booste la vidéo, guys. On y va. Et en effet, pour ceux qui veulent avoir un petit peu plus dans les dossiers, avoir plus de profondeur, dans la section confidentielle, dans la section payante, la section de membres, il y a une vidéo que j'ai lancée un peu plus longue, avec plus de détails sur le dossier Kodak Black, le rappeur. Justement, il y a d'autres dossiers qui rentrent, parce que des fois, quand je vais vous lancer une nouvelle, quand je vais aller en profondeur des fois sur la nouvelle, je vais aller dans la section payante avec ça. Donc, on y va, et comme ça, c'est surtout sans filtre, parce que des fois, sans filtre, parce que des fois, malheureusement, avec certaines restrictions, mais quand je vais aborder un sujet, je suis limitée. Donc, dans l'autre section, il n'y a pas de publicité et puis je peux plus y aller sans filtre, en détail. Donc, on y va comme ça, guys. Ladoa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about. On y va déjà avec qui est Cameron Gilchrist. Cameron Lamont Gilchrist est un Américain âgé de 25 ans. Il est originaire de la région Raleigh, en Caroline du Nord. Avant que cette affaire fasse les manchettes,
il était relativement inconnu du grand public, donc pas de casier judiciaire, pas de récidive. Sur Internet, on retrouve principalement sa photo judiciaire, quelques anciens profils liés au soccer scolaire, donc étant jeune, il jouait au soccer. Est-ce que c'était une ambition d'être joueur de football, de soccer? We don't know, but on voit que il y avait des fiches de soccer. Et maintenant, une multitude d'articles concernant cette affaire. Donc, il est reconnu maintenant que pour cette affaire. Il avait notamment été associé au programme de soccer de Bishop McNamara High School. Depuis son arrestation, son identité est devenue connue essentiellement en raison de cette enquête criminelle. Maintenant, que s'est-il passé? Les faits remontent au 21 mars 2025. Selon le mandat d'arrêt et les autorités américaines, Gilchrist recevait des soins à l'hôpital UNC Rex de Raleigh pour des complications liées au diabète. À un moment de son traitement, il aurait arraché sa perfusion intraveineuse. Toujours selon les documents judiciaires, il aurait ensuite volontairement projeté son propre sang dans les yeux des 2 employés hospitaliers. Les enquêteurs affirment que Gilchrist savait être porteur du VIH, donc il était au courant de sa condition. Les 2 travailleurs auraient subi une exposition au sang ainsi qu'une irritation oculaire. Donc tu lances quelque chose, les yeux c'est fragile. Tu lances ton sang sur les yeux de quelqu'un, tu voulais faire quoi? Nuire, faire du mal. À ce jour, les informations rendues publiques ne permettent pas de conclure que les employés ont contacté le VIH. Ils ont toutefois dû être pris en charge médicalement à la suite de cette exposition. Imaginez une seconde être infirmière, vous commencez votre carte de travail, vous essayez d'aider un patient et en quelques secondes, vous vous retrouvez potentiellement exposé à une infection grave. Peu importe l'issue médicale, le traumatisme psychologique est immense. Comment maintenant cette personne-là, cette personne dans le soin, l'infirmier ou peu importe dans le côté hospitalier, comment tu te sens? Comment quand tu regardes les personnes qui arrivent, qui sont vulnérables, mais toi, comment tu te sens? Tu as un trauma aussi, tu as besoin d'être suivi. Tu arrivais en quête pour aider les gens, pour aider cette personne-là qui arrivait, qui fait son traitement de diabète, qui fait son traitement, qui est vulnérable. Toi, tu te dis, moi, je viens avec ma bonne volonté pour l'aider. Et puis, là, maintenant, comment tu te sens maintenant? À l'égard quand tu vois des gens venir vers toi. Après, vous vous étonnez quand vous avez une situation qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à aider les gens. Parce que souvent, c'est en aidant les gens qui reçoivent des traumas. Pourquoi l'arrestation est-elle arrivée plusieurs mois plus tard? C'est une question que plusieurs internautes se posent, plusieurs gens se posent ou se sont posés. Pourquoi attendre près de 6 mois? Donc, il a eu le temps de faire ça. Le type est retourné chez lui. Toc, toc, toc. Le malade est retourné chez lui. Malade dans tous les sens du terme. Il a dormi, mangé, pété, roulé son corps. Mangé, dormi, pété, roulé son corps. Jusque pendant 6 mois. Presque une année. La moitié d'un an. OK? On comprend aussi que selon les autorités, Cameron Gilchrist est demeuré hospitalisé pendant plusieurs mois. Il recevait également des traitements psychiatriques, donc il a un problème de santé mentale, on comprend. Ce n'est qu'après son congé qu'un mandat d'arrêt a été exécuté. Donc, pourquoi c'est resté 6 mois? Parce qu'on l'a mis en santé mentale. Ce n'est qu'après ce congé-là. En septembre 2025, il est officiellement arrêté. Les procureurs déposent alors 2 chefs d'accusation d'agression contre du personnel des urgences. Les accusations en tant que telles. Les documents judiciaires décrivent un geste intentionnel. Donc, c'est voulu. C'est pas un accident. C'est pas que j'ai pas compris. Non, il a voulu faire du mal. Son intention était de faire du mal et de nuire. Il avait des intraveineuses dans ses bras. Il les a arrachées. Son sang, ce qui est contaminé du VIH, était à l'intérieur. Il a lancé exprès dans les yeux des deux personnels de la santé. Donc, c'était voulu. On dise qu'il a santé mentale, suivi psychiatrie ou pas, mais son intention était voulue.
Dans un premier temps, les médias rapportaient qu'il risquait plusieurs années de prison si ses accusations aboutissaient. Finalement, l'affaire s'est conclue par une entente judiciaire dans laquelle Gilchrist a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation. Le juge lui a imposé une peine de 91 jours d'emprisonnement. Une peine bonbon. T'as mis en danger 2 personnels de la santé américaine, 2 citoyens importants dans la société. C'est correct. On donne un bonbon, va te reposer en prison, bonbon 2. Comme il avait déjà passé cette période en détention, il a été remis en liberté à l'issue de la procédure. Donc, il avait le temps on l'avait arrêté en septembre, il était en prison, il attendait. Le juge a regardé, je te donne un suçon, un bonbon. Est-ce qu'on peut imaginer, je suis certaine que le personnel dans la santé, c'est des personnes afro. C'est pour ça que la peine a été aussi légère. Je dis ça comme ça, mais je dépose ça là. C'est précisément cette décision qui a provoqué une vague d'indignation sur les réseaux. Avait-il déjà des antécédents? Oui. Finalement, il avait des antécédents. Moi, je pensais qu'il n'avait pas d'antécédents. Il en avait. Oui. Selon plusieurs médias américains, Gilchrist avait déjà été arrêté dans une autre affaire. Les accusations concernaient notamment le vol de téléphone de sa mère et des dommages causés à son domicile. Même si cet événement sont distincts de l'affaire de l'hôpital, ils ont alimenté les discussions sur son comportement. Ça veut dire que lui, il est incontrôlable. Déjà, du point de vue familial, sa mère, qui est sa mère, ne peut pas le contrôler. Ça veut dire que tellement sa mère, qui est sa mère, celle qu'il a mis au monde, qui est tolérante pour son enfant, elle a dû déposer une plainte contre lui, tellement qu'elle ne peut pas le tolérer. Ça veut dire, imagine, la mère qui est sa mère ne peut pas le tolérer, puis vous le mettez en liberté, lui encore. La mère qui est la mère, là. Sa mère qui est sa mère. Donc là, maintenant, lui, donc, le moment où il arrivait, il avait volé le téléphone de sa mère, il a commencé à saccager la maison où sa mère vivait, à un tel point, la peur et tout, sa mère a dû déposer une plainte contre lui, et c'est dans son dossier. Et la plainte est toujours là, elle n'a pas retiré. Parce que tellement qu'elle a vu qu'il est incontrôlable. Ça va pas bien. Le cerveau fait tout. Je peux pas le contrôler. J'ai besoin d'aide. Je suis sa mère, mais je peux pas le contrôler. Et eux autres, le juge a regardé. Oh, ben oui, t'es allé à l'hôpital pour comme ça. Il a décidé de s'attaquer à 2 personnels de la santé comme ça. Bon, ben, on le met en liberté. C'est beau, là. Voilà. Son état psychologique. Plusieurs personnes se demandent immédiatement. Était-il atteint d'une maladie mentale? Parce que c'est ça qu'on doit se dire. La réalité est plus nuancée. Les autorités ont confirmé qu'il recevait des soins psychiatriques après les faits. En revanche, aucun document public ne permet de conclure à un diagnostic précis, ni d'affirmer que son état mental l'empêchait de comprendre ses gestes. Donc, ça veut dire qu'il est tout à fait dans les tests. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Dans les tests, même quand il y a eu les événements, on l'a mis en suivi dans un hôpital psychiatrique pour se dire, il a eu un moment, mais dans tous les tests, il est complètement lucide et il comprend le bien, le mal. Il est capable de savoir, il était en état complet de savoir qu'est-ce qu'il faisait. Donc, on peut pas utiliser l'état mental pour le dire, pour justifier qu'est-ce qu'il a fait, même si c'est injustifiable. Ce que cette affaire révèle, cette histoire met en lumière un problème plus vaste. Depuis la pandémie, les agressions contre les travailleurs de la santé sont en hausse dans plusieurs pays. Des infirmières se font frapper. Des médecins se font menacer. Des préposés se font cracher dessus. Et maintenant, selon les procureurs, dans cette affaire, 2 employés auraient été volontairement exposés à du sang contenant le VIH. Peu importe les opinions sur la peine, une chose est claire. Personne ne devrait craindre pour sa sécurité en allant simplement faire son travail. C'est-à-dire, moi, je me lève, aller travailler et pour payer mes factures, pour faire ma vie, et puis je dois craindre, mais qu'est-ce qui va m'arriver? C'est qui que je vais rencontrer encore? Voilà. Et maintenant, la question qu'on se pose, existe-t-il un risque de transmission? Beaucoup de gens pensent immédiatement, est-ce que les 2 employés ont forcément attrapé le VIH? La réponse est non. Une exposition au sang constitue une urgence médicale, mais elle ne signifie pas automatiquement qu'une transmission a eu lieu.
Les professionnels exposés reçoivent généralement très rapidement une prise en charge incluant une évaluation de risque, des tests et, au besoin, un traitement préventif appelé prophylaxie post-exposition. C'est le PPE, qui peut réduire fortement le risque de transmission lorsqu'il est consommé rapidement. Selon les informations publiques disponibles, il n'a pas été annoncé que les 2 employés avaient contracté le VIH, mais c'est sûr que ces employés, ils vont avoir besoin d'un suivi psychologique pour le trauma qu'ils viennent de vivre dans leur cadre de travail. Et j'espère qu'ils vont recevoir. J'espère. Peu importe les débats sur la durée de la peine, je pense qu'une chose doit faire consensus. Les travailleurs de la santé doivent être mieux protégés. Lorsqu'un patient devient violent ou représente un danger immédiat, les établissements doivent disposer de protocoles rapides, de personnel de sécurité formé et de moyens légaux pour protéger les équipes soignantes. La violence envers ceux qui prodiguent des soins ne devrait jamais être considérée comme faisant simplement partie du métier. Ah, mais c'est le métier, il devait s'attendre à ça. Non, c'est pas le métier. Je suis dans le domaine de la santé, je suis dans le domaine de la relation d'aide, mais c'est pas le métier que je sois mis en danger comme ça. C'est pas ça le métier. Il faut aussi penser à protéger les gens qui travaillent. Cette affaire continuera probablement d'alimenter les débats parce qu'au fond, la véritable question est simple. Comment protéger efficacement les travailleurs de la santé tout en respectant les principes de justice et les droits des personnes accusées? Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi dans les commentaires? Et qu'est-ce que vous pensez de la peine de 91 jours? Était-elle suffisante ou aurait-elle dû être plus sévère compte tenu des faits admis devant le tribunal? Et aussi, juste laisser savoir, donc si ce type-là, son réflexe qu'il a, sachant que son sang est contaminé, il a probablement aussi un traumatisme de son diagnostic, mais lui, ça veut dire que ça peut être le genre de personne qui peut se promener. On sait qu'il y a eu des événements, des gens qui se promenaient dans les foules avec des seringues contaminées pour piquer les gens comme ça, n'importe qui, randomly. Donc, c'est là aussi que ça devient dangereux. Est-ce que c'est une personne comme ça de laisser en liberté? Ok, c'est beau, retourne chez vous. C'est vraiment bien, sachant que il semble avoir un problème de comportement jusqu'à ce que sa maman, sa mère, elle-même a déposé plainte contre lui. Donc, est-ce qu'un encadrement un peu plus fermé, un peu plus long terme, n'aurait pas été la solution? Que juste de le laisser libérer comme ça par lui-même avec ses propres démons, avec les propres voix qu'il entend dans sa tête qui disent « Waouh, waouh ». Non, laissez-moi savoir, guys, en commentaire. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.